La Chine communiste menace les États-Unis. Après des remarques très directes du leader du PCC, Xi Jinping, le ministre chinois des Affaires étrangères adopte une attitude agressive. La diplomatie des loups guerriers de Pékin atteint un degré rarement observé jusqu'à présent. Coup de théâtre destiné au public à l'intérieur de Chine ou réelle mise en garde face aux États-Unis. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les recherches d'emploi battent leur plein en Chine après 3 années de confinement. Mais pour la plupart des demandeurs d'emploi, les choses ne s'annoncent pas bien, la concurrence atteignant des sommets. Voici la suite. Les offres et demandes d'emploi reprennent dans toute la Chine alors que les opportunités pour les jeunes diplômés sont plus minces que jamais. Dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine, 100 000 candidats se disputent un millier de postes dans une entreprise d'État. Une université de Nanjing a reçu 2000 candidatures pour 2 postes de bibliothécaires sous-payés. Outre la rareté des postes à pourvoir et la réduction des salaires, la répression exercée par Pékin sur les secteurs de la technologie, de l'éducation et de l'immobilier se traduit par des licenciements en masse. Le géant de l'Internet Tencent, le détaillant en ligne Alibaba et l'entreprise du réseau social Weibo étaient autrefois les principaux employeurs des jeunes élites. Mais ils ont réduit leur personnel au cours des derniers mois. Les principaux fournisseurs d'enseignement en ligne ne recrutent que quelques dizaines ou centaines de personnes cette année, alors que le secteur en absorbait plus de 700 000 les années précédentes. Un promoteur immobilier a licencié 90% de ses employés alors que le marché du logement reste léthargique. Passons à un autre pilier de l'économie. À Guangzhou, centre manufacturier de la Chine, un ouvrier explique que les affaires ont été difficiles cette année. En gros, je travaille 3 jours par semaine et 2 jours par semaine. C'est une période difficile pour le propriétaire de l'usine et pour nous, les ouvriers. Toute la chaîne d'approvisionnement se déplace des pays de l'ANAS vers le Vietnam et l'Inde. Les usines ferment donc surtout en Chine. Nous l'avons constaté dans le delta de la rivière des Perles, ainsi que dans le delta du fleuve Yangtze, où la plupart de ces entreprises sont implantées. Nous avons assisté à des fermetures d'usines à grande échelle. Dans certains villages, des usines ont fermé ou ont déménagé. Des équipements ont été déplacés ailleurs. C'est ce qui explique ces licenciements en grand nombre. En juillet dernier, le manque d'emploi en Chine pour les jeunes a atteint près de 20%, un nouveau record depuis que Pékin a commencé à comptabiliser ce chiffre. Cela signifie qu'un jeune citadin chinois sur 5 était sans emploi. Et pour ceux qui travaillent, l'angoisse de la perte d'emploi est très présente. Selon une importante agence de recrutement chinoise, près de la moitié des cols blancs interrogés craignent de ne pas conserver leur emploi cette année. Des conséquences sociales plus graves se profilent également à l'horizon. Radio Free Asia, citant des responsables chinois, a fait état d'au moins 7 incidents mortels au cours d'une seule semaine en février. Tous étaient liés au chômage des groupes à faible revenu. La diplomatie des loups guerriers de Pékin est de retour sur le devant de la scène. Et cette fois, elle ne se limite pas aux porte-parole chinois. Elle s'étend désormais au plus haut niveau du Parti communiste chinois. Xi Jinping a entamé son 3e mandat à la tête du PCC avec une attitude très directe, ce qui est inhabituel, reprochant aux États-Unis de bloquer l'essor de la Chine. Dans un discours prononcé lundi, il a déclaré que les pays occidentaux, sous l'égide des États-Unis, ont mis en place une répression générale et un siège contre la Chine, qui ont entraîné des défis graves et sans précédent pour le développement de la Chine. Il a également appelé le peuple chinois à oser se battre, être bon au combat afin de remporter sans cesse des victoires nouvelles et plus grandes. Et en adoptant un ton et une attitude similaires, le nouveau ministre des Affaires étrangères de Xi Jinping menace les États-Unis. Voici la suite. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré mardi que les États-Unis avaient une attitude distordue envers la Chine, et que s'ils ne changent pas d'attitude, le conflit et la confrontation s'ensuivront. Ces propos sans détour ont été tenus lors d'une conférence de presse en marge d'une réunion annuelle du Parlement à Pékin. Si les États-Unis ne freinent pas et continuent de s'engager sur la mauvaise voie, aucun garde-fou ne pourra empêcher un déraillement ou un accident, et il y aura certainement des conflits et des confrontations. Les tensions entre les deux superpuissances se sont intensifiées sur un certain nombre de sujets, notamment Taïwan, le commerce et plus récemment la guerre en Ukraine, mais elles se sont aggravées le mois dernier après que les États-Unis ont abattu un ballon au large de leur côte qui, selon eux, était un appareil de surveillance chinois.
Au cours de la conférence de presse de près de 2 heures qui s'est tenue mardi, le ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, a réaffirmé la position de la Chine sur Taïwan, déclarant qu'il s'agissait d'une ligne rouge à ne pas franchir, et a également blâmé ce qu'il a appelé une main invisible dans l'escalade de la guerre en Ukraine, sans préciser à qui il faisait référence, bien que la Russie ait déclaré par la suite qu'il s'agissait des États-Unis. La Chine a refusé de condamner l'invasion russe et a farouchement défendu sa position sur la guerre, malgré les critiques occidentales sur son incapacité à désigner la Russie comme l'agresseur. La Chine a également nié avec véhémence les accusations américaines selon lesquelles elle aurait envisagé de fournir des armes à la Russie. Pour leur part, les États-Unis affirment qu'ils sont favorables à l'établissement de garde-fous dans leurs relations avec la Chine et qu'ils ne recherchent pas le conflit. L'attitude directe des dirigeants chinois peut être applaudie par le public nationaliste en Chine, mais risque de susciter des froncements de sourcils à l'étranger. La Maison-Blanche a répondu à l'avertissement de la Chine mardi. Le coordinateur du Conseil national de sécurité américain, John Kirby, a déclaré que les États-Unis recherchent une compétition stratégique avec la Chine, mais pas un conflit. Et que les États-Unis ont pour objectif de rivaliser avec la Chine et de gagner cette compétition. Il a ajouté que Washington souhaitait absolument en rester à ce niveau. L'ambassadeur des États-Unis au Japon déclare que la Chine ne devrait pas être surprise que Washington et ses alliés en Asie renforcent leurs liens militaires. Dans une interview accordée à CNN mercredi, Rahm Emanuel a évoqué le comportement agressif de Pékin vis-à-vis de nombre de ses voisins. La Chine va devoir se rendre compte que si elle veut être respectée, et c'est ce qu'elle veut, en tant que leader mondial, elle doit respecter les peuples avec lesquels elle s'imbrique. Vous ne pouvez pas avoir constamment un seul marteau. C'est pourquoi ils ont eu une confrontation ou une quasi-confrontation avec de nombreux pays de la région, constamment. Répondant à l'avertissement de Pékin selon lequel les États-Unis ne doivent pas franchir la première ligne rouge, c'est-à-dire Taïwan, le ministre de la Défense de l'île a déclaré que Taïwan n'accepterait pas les provocations répétées de la Chine. Les tensions autour de l'île démocratique de Taïwan se sont accrues au cours des 3 dernières années. Pékin multiplie les pressions diplomatiques et militaires pour amener l'île à accepter d'être sous le contrôle de la Chine. Pékin considère l'île autonome comme faisant partie du territoire chinois. Le PCC a fait le vœu de prendre le contrôle de Taïwan par la force, si nécessaire. Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, a confirmé son intention de rencontrer la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, aux États-Unis cette année. Il a ajouté qu'il n'excluait pas de se rendre sur l'île à une date ultérieure. Voici ce qu'il a déclaré mardi. J'ai vu un reportage qui disait que je rencontrerais la présidente de Taïwan. Je le ferai, en Amérique, mais cela n'a rien à voir avec mon voyage et avec le fait que j'aille ou non à Taïwan, et la Chine ne peut pas me dire où aller et quand aller quelque part. Aucune de ces discussions n'a jamais eu lieu. Il se trouve que la présidente est aux États-Unis et que je vais la rencontrer. Le mois dernier, la Chambre des représentants a déclaré que McCarthy se rendrait à Taïwan dans le courant de l'année ou l'année prochaine. Mais le Financial Times a ensuite rapporté que le voyage s'était transformé en une rencontre avec Tsai en Californie. McCarthy a confirmé la nouvelle hier soir, mais il a également souligné que la décision n'avait pas été prise pour plaire à Pékin. Furieuse de cette rencontre, la Chine a déposé une plainte diplomatique auprès des États-Unis. Pékin revendique l'île autonome de Taïwan comme son propre territoire, bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île. Taïwan est régie par sa propre constitution démocratique. L'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est rendue à Taïwan l'été dernier. Après son arrivée, Pékin a lancé un exercice militaire dans les eaux entourant l'île en l'encerclant. Les États-Unis se laissent distancer par la Chine dans la production de navires de guerre, mais leurs alliés leur viennent en aide. À l'heure actuelle, la marine chinoise dispose de 340 navires. Les États-Unis en ont moins de 300. Compte tenu de la possibilité d'un conflit en mer de Chine méridionale et dans la région autour de Taïwan, la qualité et la quantité des navires seraient importantes. Mais un allié des États-Unis apporte son aide. Ensemble, l'Inde et Washington vont construire ce qui est surnommé une marine de 1000 navires. Le chef de la marine indienne a ajouté qu'aucune nation ne peut relever seule les défis actuels. En 2015, la marine américaine avait parlé d'une marine de 1000 navires, comprenant toutes les marines des pays partenaires, qui se réuniraient. C'est donc quelque chose que nous attendons toujours avec impatience dans le domaine maritime.
Il a fait ses commentaires à New Delhi ce week-end à l'occasion d'une visite de deux hauts responsables, l'amiral John C. Aquilino du commandement Indo-Pacifique des États-Unis et Koji Yamazaki, chef d'état-major du ministère japonais de la Défense. Leur visite s'inscrit dans le contexte des efforts accrus déployés par Pékin pour renforcer son influence dans la région Indo-Pacifique. L'Inde possède environ 130 navires et le Japon plus de 120 navires. Les deux pays intensifient également la construction navale. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.